Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 28 février. François Fillon affirme à Troyes que la France ne vit pas au rythme des remaniements et des bouillonnements du microcosme. Nous verrons néanmoins quel sens prend ce 10e équipage ministériel. Débat à suivre avec l'UMP Roger Carucci et le socialiste Christophe Caresche. L'exil de Kadhafi est une possibilité pour la Maison-Blanche alors que l'Union européenne adopte une série de sanctions. Londres, apprend-on, a bloqué l'équivalent d'1 milliard d'euros que des proches du leader libyen tentaient de faire sortir en billets de banque. Et ce soir, Kadhafi affirme sur la chaîne ABC « Mon peuple m'adore ». La mort d'Annie Girardot à 79 ans, les hommages politiques à la grande actrice populaire devenue le symbole de la maladie d'Alzheimer se multiplient. Nicolas Sarkozy, Martine Aubry, Dominique Voynet ouvrira un espace à son nom à Montreuil demain. Changement de tête, place Beauvau. Brice Hortefeux a donc laissé sa place à Claude Guéant qui se donne comme double mission la sécurité et l'immigration clandestine. Cérémonie suivie il y a quelques instants par Paul Bouffard et Margot Aubriot. Une arrivée solennelle pour Claude Guéant. Le nouveau ministre de l'Intérieur a juste eu à traverser la rue pour venir prendre ses fonctions. L'homme est chez lui, lui qui était aux côtés de Nicolas Sarkozy dès 2002. Surnommé Premier ministre bis, Claude Guéant connaît aussi les forces de l'ordre par son poste de directeur général de la police en 1994. Tout de suite, il met en avant son rôle sécuritaire. Et dans ce contexte, il nous revient à nous, les femmes et les hommes du ministère de l'Intérieur et de l'Immigration, de protéger les Français dans notre double mission d'améliorer la sécurité et de leur permettre de vivre dans la tranquillité et de lutter contre l'immigration irrégulière qui, c'est un fait, les inquiète. Face à lui sur le perron, un homme au sourire pincé. Brice Hortefeux quitte la place Beauvau avec un bilan plus que mitigé. Hausse des violences aux personnes, grogne dans les commissariats et surtout une condamnation pour injure raciale. Mais pour l'ami de 30 ans de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas la même chose. 20 mois aussi, c'est un bilan. Baisse de la délinquance globale, renouvelée. Ce ministère est d'abord et avant tout un ministère des preuves. Brice Hortefeux fait figure de grand perdant du remaniement orchestré par le président de la République. Près de 20 mois de poste et une passation qui n'aura duré que 20 minutes. Et ce soir, le président du MoDem, François Bayrou, met en garde contre une utilisation partisane du ministère de l'Intérieur. Les passations de pouvoir au ministère des Affaires étrangères et de la Défense n'interviendront que demain, dans la matinée. Je ne suis pas le Deus ex machina, a déclaré Alain Juppé aujourd'hui à Bordeaux. Il devrait être moins présent par la force des choses, selon la formule utilisée ce matin par François Fillon. Le Premier ministre, plutôt silencieux ces dernières semaines, répond par l'ironie à ceux qui le voient en retrait à l'issue de ce remaniement. Vous savez, depuis 4 ans que Nicolas Sarkozy m'a confié la mission de Premier ministre, j'ai entendu successivement dire que je n'étais personne, puis que je lui avais imposé ma nomination en novembre dernier, puis que j'étais un hyper Premier ministre, puis il y a quelques jours, dans un grand hebdomadaire, que j'étais en train de préparer ma candidature aux élections présidentielles contre lui. Bon, tout ça, évidemment, n'a absolument aucun sens. La seule chose qui est vraie, c'est que moi, je ne parle que quand j'ai des choses à dire. François Fillon ce matin sur RTL, il s'est rendu dans la journée à Troyes. Le pays ne vit pas au rythme des remaniements donc et des bouillonnements du microcosme selon lui. Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir Michel. À l'évidence pour lui, même s'il reste zen, on l'a vu, ce n'est plus l'heure de l'hyper Premier ministre. Oui, affaibli, inaudible, transparent. Depuis quelques semaines, ces termes peu élogieux sont employés par les proches du chef de l'État qui peuvent désormais se lâcher car leur patron est lui aussi dans une mauvaise passe. Plus grave encore, les parlementaires, ceux par qui il tient sa légitimité, commencent eux aussi à se poser des questions sur cette trop grande discrétion. Les Français ne s'y trompent pas. Lui qui depuis 4 ans avait des sondages très bons, il est en chute libre. À l'horizon était pourtant radieux depuis sa reconduction à Matignon, obtenu de haute lutte face à Jean-Louis Borloo. Il n'a pas osé pousser son avantage trop loin, quitte à faire de l'ombre à Nicolas Sarkozy. Vous connaissez l'expression « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ses réseaux et son club politique sont en veilleuse, tout comme lui. François Fillon, possible recours pour l'élection présidentielle. Eh bien, cette hypothèse a désormais du plomb dans l'aile. La preuve, il est devenu une cible. Des déplacements en avion entre Paris et son fief dans la Sarthe jugés
Coûteux et inutile, un voyage en Égypte sur invitation, les journaux n'hésitent plus à sortir les dossiers et du coup, il se referme sur lui-même. Alain Juppé est le nouvel homme fort du gouvernement, un contrepoids voulu par Nicolas Sarkozy. François Fillon, lui, n'a pas encore fait connaître sa stratégie, en tout cas pas de contre-offensive. Merci Michael, et dans un instant on s'interrogera notamment sur Nicolas Sarkozy qui lui non plus n'est pas en très bonne posture avec les 4 invités qui seront là dans quelques instants. Le nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée est nommé secrétaire général, il s'appelle Xavier Muscat, il succède donc à Claude Guéant. Monsieur Muscat est un fidèle de Nicolas Sarkozy, il s'est imposé ces dernières années comme l'un des artisans de la politique économique et financière. Au Sénat, Gérard Longuet est remplacé par Claude Léonard comme sénateur de la Meuse. Le groupe UMP tiendra sa réunion demain matin. Jean-Claude Gaudin devrait être candidat à la présidence du groupe. De son côté, Jean-Pierre Raffarin plaide pour un rajeunissement en poussant ses propres poulains. Juste après avoir appelé les Français à ne pas avoir peur des mutations dans le monde arabe, Nicolas Sarkozy a mis en garde hier contre les flux migratoires incontrôlables. La gauche aujourd'hui l'accuse d'attiser les peurs. Fabrice Cunet. Attention, danger. Tout au long de son discours, Nicolas Sarkozy a agité le chiffon rouge d'une immigration massive venue des pays arabes. Un débat connu en France, mais un débat que de François Fillon à Henri Guénaud ont tenté de placer à l'échelle européenne ce matin. C'est vrai que les flux migratoires, c'est quelque chose dont nous devrions discuter à 43, et pas seulement entre nous, Européens. Et la politique sécuritaire de l'Élysée a donc un nouveau visage, celui de Claude Guéant, le fidèle conseiller du président. Pour le Parti socialiste, la ficelle est trop grosse. Nicolas Sarkozy resserre son thème de campagne préféré. Le loup nous guette. Il a pour nom le terrorisme, l'islamisme, l'immigration, et que quand le loup nous guette, il y a un berger qui nous protège et que ce berger s'appelle une nouvelle fois Nicolas Sarkozy. Je crois que ce qui fait la cohérence de ce remaniement, c'est la volonté de faire de la question de l'islam et de l'immigration le cœur de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Au siège de l'UMP, si le débat sur la laïcité a soulevé des inquiétudes, l'immigration comme thème de campagne ne choque pas. Une campagne présidentielle, c'est répondre à une attente. Et lorsqu'il y a des débats dans l'opinion, eh bien, il faut les traiter. L'immigration peut en être un. La nomination de Brice Hortefeux comme conseiller spécial pour 2012 semble en tout cas valider l'hypothèse. La campagne présidentielle a peut-être commencé hier soir et l'on reparle sécurité. Et le Premier ministre François Fillon a affirmé encore aujourd'hui que la France ferait preuve d'une très grande fermeté à l'égard de l'immigration illégale. Nos invités, donc ils sont 4. Roger Carucci, bonsoir, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller régional UMP, ancien ministre ayant connu les affres d'un remaniement. Est-ce que vous avez cru le chef de l'État hier soir quand il a d'ailleurs lié ce remaniement au risque de flux migratoires incontrôlables? Et oui, non. Oui, sur le fond, il y a un vrai risque. Christophe Carrèche est avec nous, député socialiste de Paris. Et vous, cet argumentaire de Nicolas Sarkozy sur le renforcement nécessaire, dans les circonstances actuelles, des fonctions régaliennes de l'État? Je trouvais que ça faisait un peu grosse ficelle pour masquer ce qui me semble être d'abord l'échec de M. Hortefeux sur la sécurité. Alors, on va débattre. Je présente les 2 autres invités. Patrick Baudouin, le président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonsoir. Avec nous également Emmanuel Rivière, le directeur du département stratégie et opinion de TNS Sofres. On s'interrogera bien sûr sur l'impact de tous ces changements en vue de 2012, évidemment, messieurs. Premier thème, l'immigration. Nicolas Sarkozy joue-t-il des peurs de l'opinion? Est-ce qu'il exagère le risque d'un exode massif? Votre avis, Patrick Baudouin? Oui, je crois qu'il y a cette tendance, même s'il ne faut pas non plus caricaturer le discours d'hier soir du chef de l'État. Je crois que j'ai entendu des propos qui étaient un peu excessifs. Mais il n'empêche qu'il y a tout de même cette corde qui est utilisée, celle d'une immigration qui pourrait devenir envahissante, dangereuse. Et moi, ce que je crois dangereux, c'est justement de faire cette référence-là, parce que c'est susciter des peurs, c'est créer des amalgames, c'est provoquer à nouveau des sentiments qui peuvent être liés au racisme, il faut le dire, et puis c'est courir après l'extrême droite, et je crois que, comme disait quelqu'un, on préférera toujours l'original à la copie. Donc c'est un combat vain, et c'est un combat qui n'est pas plaisant. Emmanuel Rivière, vous confirmez que ce genre de discours séduit d'abord les électeurs du Front National qui pourraient rester fidèles à leur parti? À l'occasion des événements qui ont frappé différents pays, effectivement, on a
remobiliser un thème qui est un thème récurrent, hein, qui est la question de l'immigration depuis 2007, la question derrière forcément aussi de la diversité de l'islam, qui a de manière très très régulière été présente dans les thématiques soulevées par la majorité depuis 2007. Ils ne sont pas des thèmes centraux, ils ne sont pas de moindre importance, mais ce n'est pas les attentes prioritaires des Français qui sont plutôt sur les enjeux de l'emploi, les enjeux sociaux. En revanche, c'est vrai que c'est un thème essentiel d'un enjeu stratégique, et notamment d'un enjeu stratégique pour 2012, qui est l'émergence sur la droite de l'UMP, du Front National, qui semble regagner du crédit avec un crédit renouvelé, avec un visage renouvelé qui est celui de Marine Le Pen. Alors, Patrick Beaudouin, je ne sais pas si vous pensez au porte-parole du Parti Socialiste, Benoît Hamon, quand vous parlez de propos excessifs, puisqu'il a dénoncé... Oui, c'est à lui que vous pensiez? Je n'ai pas trouvé son intervention excellente, je ne le cache pas. Quand il dit que Nicolas Sarkozy joue sur les peurs. Oui, c'était un peu excessif et caricatural. Je pense notamment à lui. Je pense plus important de se soucier peut-être des problèmes des migrants aujourd'hui même, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont en train de fuir la Libye, qu'on trouve aux frontières égyptiennes et aux frontières tunisiennes. Et je crois qu'il faudrait vraiment se mobiliser. On se mobilise bien. Une action humanitaire. Absolument, on se mobilise bien quand il y a un tremblement de terre. On a des moyens, on sait les utiliser. On va très vite parfois et c'est très bien. Là, je trouve qu'on va trop lentement, oui. Alors, Christophe Caresche, quelle est votre position, vous, sur ce risque en matière d'immigration clandestine? On avait quand même vu il y a quelques jours, c'est pas si vieux, des milliers de Tunisiens effectivement arrivés sur l'île de Lampedusa avec, dit-on, comme destination finale la France. Il peut exister, mais je trouve que c'est quand même beaucoup réduire ce qui se passe dans ces pays que de le voir sous cet angle uniquement. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une forme de contradiction entre les préoccupations de Nicolas Sarkozy en matière d'immigration, les préoccupations supposées des Français dans ce domaine et ce qui se passe à l'extérieur. Car que voit-on? On voit au contraire des pays musulmans qui essayent de trouver une voie vers la démocratie, qui au contraire s'éloignent d'une forme d'intégrisme ou d'islamisme. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il faut que la France se mette en disposition d'ouverture d'esprit par rapport à cela et qu'elle ne soit pas simplement ramenée à une crispation hexagonale qui, je crois, ne correspond pas du tout à la fois à la réalité et qui serait une mauvaise réponse. Ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. La meilleure façon d'éviter cela, d'éviter le risque migratoire, c'est d'aider ces pays, les aider sur place. Et sur ce plan-là, on attend toujours les initiatives à la fois de la France et de l'Europe. Elle se dessine, mais c'est vrai, elle se dessine, lentement. soit, mais effectivement... Alors, mais sur la contradiction que relève M. Caresche, quelle est votre opinion, Roger Karoutchi? Il n'y a pas de contradiction. Je crois que le président de la République hier a très clairement dit, parce qu'il faut dire, il a très clairement dit que ce qui se passait dans la plupart des pays arabes était une bonne nouvelle et que ce mouvement vers la démocratie, il le saluait et que la France n'avait pas à en avoir peur. Donc là-dessus, et sur le mouvement vers la démocratie, c'est parfait. Alors, il a dit avec retard, oui, on l'entend beaucoup. Comme le dit Christophe Caresche, dire il n'y a pas de risque d'islamisme, ça, on va voir dans les semaines et les mois qui viennent. Pour le moment, le mouvement... Il n'y a pas de revendication de cet ordre-là. Il n'y a pas, vrai. Mais... Bon, attendons, pour le moment, le mouvement va dans le bon sens. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de risque de dérapage après? On verra bien. En tout état de cause, le président de la République est parfaitement dans son rôle. Moi, j'entends très bien ce qu'on dit sur il faudrait avoir un rôle humanitaire aux frontières. Je regardais, comme tout le monde, ce qui se passe à la frontière avec la Tunisie et avec ces malheureux Tunisiens qui ne sont pas très équipés, qui reçoivent des milliers et des milliers de personnes en n'ayant pas les moyens. Ça, c'est vrai. Il y a un rôle humanitaire de l'Europe, de la France et de l'ensemble. Mais... que le président de la République, dans son rôle protecteur, dise tout ça, c'est une chose, mais naturellement, moi je dis que par rapport à un éventuel risque d'immigration ou de mouvement massif, comme on a vu en Italie, je serai très ferme. Là-dessus, il est dans son rôle. D'accord. Alors, autre question. Dans ce contexte, est-ce qu'il faut maintenir le débat sur l'islam que le chef de l'État et l'UMP veulent relancer? Oui ou non? Moi, j'allais y venir, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas cette initiative posée par l'UMP. Qui a été posée d'ailleurs avant même effectivement qu'il se passe un certain nombre de choses dans les pays arabes.
Et donc on ne peut pas éluder cela. Et c'est vrai que cette initiative, on a le sentiment qu'elle vient précisément percuter cette aspiration, cette volonté de ces peuples de se libérer, d'accéder à la démocratie. Mais on a l'impression quand même qu'il y a deux scénarios qui se percutent, quoi. Et qu'il y a des préoccupations qui sont contradictoires. Intoxiqué par la rumeur. C'est terrible. Non, parce qu'en réalité, moi je ne crois pas être intoxiqué. Il y a des voix à l'UMP qui disent à peu près la même chose. La traduction, les dérapages. Non, moi je vais vous dire. La prochaine convention, elle est sur l'application des peines. Tout ça, passons, c'est au mois de mars. Et au mois d'avril, le débat dont vous parlez, c'est un débat, une convention de l'UMP sur la laïcité. C'est sur la laïcité. Il n'a jamais été question de faire une convention sur l'islam. Alors comment expliquez-vous, Roger Karoutchi? Mais parce que... Attendez, mais je n'ai pas posé ma question. Oui, mais je le sens venir. Mais non, mais aujourd'hui même, François Fillon a dit qu'il prendrait toutes les dispositions pour éviter le risque de stigmatisation des musulmans. Et d'ailleurs, Alain Juppé avait dit la même chose. Donc il y a bien, le risque est senti. Mais c'est pas lié à la convention de l'UMP. C'est que dans un monde où il se passe ce qui se passe, dans le monde arabe, et où il y a un certain nombre ou de craintes ou d'espoir. Il était évident... ce débat sur la laïcité. Mais le débat sur la laïcité, c'est quand même essentiel. Pardon de vous le dire. Dans un temps où on se demande qui finance et comment la construction d'édifices religieux. Vous savez, les communes y répondent depuis des années. Hein. Pas toujours. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que depuis la loi de 1905, vous ne pouvez pas y répondre complètement. Avec hypocrisie. Vous essayez. Avec hypocrisie. Alors, monsieur Baudouin, Patrick Baudouin va intervenir. Allez-y. Excusez-moi, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. Parce que quand on... Ben oui, c'est dommage, vous m'avez privé de l'expression. Allez-y. Mais non, débat sur la laïcité. Mais c'est par rapport à quoi le débat sur la laïcité? Si ce n'est par rapport à l'islam. Pourquoi un débat sur... Et vous êtes d'accord? Si, parce que... Moi, je viens de l'enseignement public. J'ai enseigné uniquement dans l'enseignement public. Et vous savez très bien... J'ai toujours fait carrière laïque. Mais la laïcité, elle n'est pas Vous savez très bien que vous ouvrez la boîte de Pandore et que ça va tourner autour de ce thème. Eh ben moi, je vais vous dire... Excusez-moi. D'autre part, je pense que ça vient au pire moment, parce qu'on voit très très bien que contrairement à ce qui nous a été asséné, mais je pense que là aussi, en réalité, on connaissait la réalité, on a faim de ne pas la connaître, les mouvements qui se développent dans tout le monde arabe ne sont pas des mouvements en provenance des islamistes. On nous disait Ben Ali, c'est un rempart contre lui. Au contraire, j'ai toujours pensé que c'était un tremplin. Mais ceci étant, ces mouvements-là, ce sont des mouvements qui viennent précisément de laïcs, de démocrates, de gens qui revendiquent quoi? Les valeurs universelles qui sont les nôtres. Le seul problème, c'est qu'on les prône dans les discours et qu'on est beaucoup moins bon quand il s'agit de les appliquer, notamment en politique internationale. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment tout à fait dommageable de lancer ce débat à ce double moment. Je ne suis, pardon de vous le dire, et là, très posément, attendez que je réponde. Ouvrir le débat sur la loi 19... Excusez-moi, il faut être précis. Est-ce que ça veut dire que l'UMP s'apprête à rouvrir le débat sur la loi 1905 pour permettre le financement de mosquées en France? Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Pas du tout, parce que le débat sur la laïcité, c'est uniquement ça. Mais c'est vous qui m'avez dit ça, là, il y a Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est vous qui le dites vous-même, vous ne faites qu'essayer de régler les problèmes. Oui ou non? Vous l'avez dit vous-même. Essayez. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les régler. Non mais d'accord. Vous ne pouvez pas les régler. Pourquoi? Donc vous allez permettre aux communes de financer? Mais je n'ai jamais dit ça. N'essayez pas d'interpréter. Je vous dis seulement, il y a un vrai sujet. Et quand vous dites, Monsieur le Président, quand vous dites, oui mais vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est pas le meilleur moment. Ça n'est jamais le meilleur... Attendez, ça n'est jamais le meilleur moment. Parce que la réalité... Mais non, moi, ça fait des années qu'on nous dit, ne parlez pas de l'identité, c'est pas le moment. Ne parlez pas de la laïcité, c'est pas le moment. Mais après, les autres, les extrêmes parlent et parlent de ça, et quand les extrêmes en parlent, malheureusement, ils sont plus influents que des gens modérés et raisonnables qui pourraient en parler. C'est pas le bon moment, sauf pour le Front National. Emmanuel Rivière, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Mais de toute façon, je pense que les événements qui sont produits dans les pays d'Afrique du Nord ouvrent le débat de fait, parce que ces événements percutent, pas forcément inertisme, en tout cas percutent tout un tas de thèmes qui sont des thèmes centraux de la politique de Nicolas Sarkozy depuis son accession au pouvoir, depuis la politique d'immigration, d'intégration, le rapport à l'islam, le débat sur la burqa, jusqu'au rapport d'ailleurs avec les anciennes colonies de la France. Mais c'est un thème qui est extrêmement sensible et qui touche, qui est identitaire presque chez les sympathisants du Front National. La question de l'islam comme sujet majeur de préoccupation est une question
totalement partagé par ceux qui se disent proches du Front National. Et, mais c'est lui qui pourra en profiter alors, si ce débat arrive. C'est la question, parce qu'en fait, le problème de ce débat, c'est pas tellement de les ouvrir, c'est de les clore. Oui, et d'arriver à en sortir. Et des propositions. Voilà. Et là, effectivement, les réactions de Marine Le Pen depuis l'annonce de ce remaniement montrent bien, immédiatement, le mécanisme qui s'enclenche derrière de réappropriation. Allez, je voudrais qu'on voit maintenant un peu la situation en Libye, où l'opposition donc a encore accru sa pression. Aujourd'hui, les États-Unis envisagent, eux, un exil du guide suprême. Le colonel Kadhafi, en tous les cas, reste toujours indifférent aux critiques et également aux nouvelles sanctions internationales prises aujourd'hui, notamment par l'Union européenne. Lola Serranti. La sanction de l'Union européenne est tombée. Embargo sur les armes, gel des avoirs, interdiction de visa contre le colonel Kadhafi et 25 de ses proches. Ces décisions vont au-delà des sanctions prononcées par l'ONU ce week-end. D'abord, faire en sorte que les sanctions soient effectives et le plus vite possible, notamment au niveau européen. Le souhait de la France est que ça puisse être fait dans l'espace de la semaine qui vient et que l'Union européenne puisse donc incorporer le mécanisme de sanctions à l'égard de la Libye qui a été voté dans le cadre des Nations Unies le 1970. Et puis par ailleurs, nous avons évoqué aussi, ce qui est une grosse préoccupation française, les questions humanitaires. Prochaine étape, un sommet extraordinaire des chefs d'État demandé hier soir par Nicolas Sarkozy. Il devrait se tenir en fin de semaine. Des sanctions économiques bien minces au regard du bilan humain qui pourrait s'élever à plus de 1000 morts en Libye et le colonel Kadhafi qui reste sourd à la pression internationale. De son côté, la France vient d'envoyer de l'aide humanitaire à Benghazi, épicentre des contestations à l'est du pays. 2 avions sont partis cet après-midi avec à leur bord des médecins, des infirmiers et du matériel médical, prélude à une aide humanitaire massive. Voilà, donc un début de mobilisation humanitaire. Mais messieurs, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dérisoire, ces menaces de sanctions, alors que les insurgés sont victimes d'une répression terrible, Christophe Carrèche? Moi, j'ai entendu le Premier ministre ce matin dire que toutes les options étaient étudiées. Même militaire. Même militaire. Si c'est le cas, moi, ça me va. Car je crois qu'il faudra qu'à un moment... je vais vous le dire, je pense que si cette situation continue, il ne faudra pas exclure effectivement une option militaire, disons clairement les choses. Patrick Baudouin, vous êtes d'accord? Moi, je pense qu'évidemment, il faut relativiser... L'opposition rejette toute ingérence. Hein. C'est important de le signaler. Ce qui est dangereux de l'option militaire, il y a un double problème. Le premier problème est un problème technique, d'intervenir comment, c'est pas évident de le faire. Et le deuxième problème, c'est de risquer de conforter Kadhafi et de lui redonner une aura qu'il est en train de perdre, parce qu'il a basé tous ses discours sur l'anti-Occident, l'anti-ONU, donc je pense qu'il y a un danger politique. Alors ceci étant, pour terminer, je crois qu'effectivement, si jamais, parce qu'il est capable de tout, et la seule chose pourquoi on puisse lui accorder crédit, c'est quand il fait des discours pour dire je suis prêt au carnage, car je crois qu'il l'est, hélas. Oui. Donc si vraiment on devait en arriver à cette extrémité dans le dernier bunker qui lui reste, pourquoi pas peut-être une option militaire, mais c'est vraiment le dernier recours. Juste un mot complémentaire, moi je pense que les mesures prises, certes elles paraissent un peu dérisoires par rapport à l'ampleur de la crise, mais elles sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Je pense en particulier à la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Et je vais essayer d'être bref dans le cadre du débat que nous avons. Toutes les nations membres du Conseil de sécurité ont voté le recours, la saisine de la CPI. Oui. Je crois que c'est très important quand on pense qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont 3 d'entre eux sont très hostiles à cette juridiction, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc là, au moins une avancée. Au moins une avancée, et qui pour le futur pourra nous servir, car s'ils trouvent... Je partage totalement l'avis. Je crois qu'il faut que les dictateurs, surtout lorsqu'ils font des bains de sang, se disent il y a un vrai risque futur. Oui. Allez, quelques minutes pour conclure sur la portée politique du remaniement. Donc c'est le 10e, je le disais tout à l'heure, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce remaniement installe Alain Juppé comme l'atout numéro 1 de Nicolas Sarkozy pour 2012, Roger Carucci? Un des atouts, je ne sais pas si c'est l'atout numéro 1, mais après tout le gouvernement est fait pour travailler. Je suis assez d'accord avec François Fillon quand il dit un coup on disait que j'étais un ectoplasme, que je n'existais pas, un coup on a fait je suis l'hyper Premier ministre, un coup j'étais candidat au présidentiel, maintenant on dit que je suis affaibli. Je crois qu'il est ni affaibli... D'Alain Juppé, on peut dire qu'il n'a jamais été aussi fort. Mais Alain Juppé a toujours été quelqu'un d'extrêmement important et influent dans le mouvement, et puis c'est un retour politique de premier plan, et je m'en félicite. Christophe Carrèche.
À Je disais gauche, pour Alain Juppé. on salue la compétence d'Alain Bien sûr, Juppé. bien sûr. Vous savez, il se trouve que je le connais bien, puisqu'il était député de ma circonscription, qui était la sienne à l'époque. Donc je le connais bien, non, la compétence. Eh bien, oui, je confirme que c'est un homme compétent. Mais ça n'empêche pas que c'est un adversaire politique. Vous comptez sur lui pour redresser la diplomatie française. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Et même dans l'opposition, on peut souhaiter que la France soit mieux représentée. Mais ceci dit, le vrai problème, c'est de savoir quelles vont être les initiatives de la France. Hier, ce qui était frappant, c'est que le discours du président de la République s'est arrêté à annoncer le remaniement. Il n'a rien dit sur le fond de vraiment nouveau et de propositions. Et donc moi j'attends de voir comment cette diplomatie sera relancée. Bon, Emmanuel Rivière, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, de votre poste d'observation à TNS-Sofres pour le chef de l'État, qui est très affaibli dans les sondages? Quelle est sa possibilité de se remettre en piste? Le remaniement a eu principalement pour mérite de clore une séquence, qui fait que depuis hier soir, on parle de politique étrangère, on ne parle plus de voyage en avion ou de contrat immobilier. Ensuite, jamais un remaniement n'a permis de relancer un exécutif, a fortiori si on ne change pas le Premier ministre. Et moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on est sur des séances très courtes, comme le rappelait Roger Carucci. Il y a 3 mois, c'était François Fillon, qui était le nouvel homme fort, etc. Donc là, il y a un nouvel homme fort, mais les raisons de la difficulté dans l'opinion du président de la République sont pas résolues par un remaniement. Il y a simplement un problème qui est désamorcé. Mais à la présidentielle, est-ce que Nicolas Sarkozy peut redevenir l'homme fort qu'il était autrefois, avec une cote aussi basse aujourd'hui? La campagne présidentielle peut changer la donne. L'exercice du pouvoir, et en général, c'est toujours beaucoup plus compliqué de remonter quand on est, c'est le cas actuellement, dans la réaction face à des événements qu'on n'a pas forcément maîtrisés, plutôt que dans le déroulé de l'action. Donc non, je ne pense pas qu'il puisse se passer des choses très très positives. La campagne, en revanche, peut être l'occasion, c'était le cas pour Jacques Chirac en 2002, de changer significativement le regard de l'opinion sur un homme, parce qu'on n'est plus dans un contexte de rapport unilatéral avec le pays, mais dans un contexte de comparaison avec des concurrents. J'ai pu relever cette petite phrase de Laurent Fabius dans Le Monde cet après-midi. La principale espérance de Nicolas Sarkozy ne peut résider que sur nos propres erreurs, dit-il. C'est votre analyse aussi, Christophe Carré? Oui, je pense qu'il y a une responsabilité. Votre voisin évoque votre capacité d'autodestruction à gauche, et particulièrement au PS. Attendez, je comprends, mais attendez la fin de l'histoire. Nous verrons bien. Le pire n'est pas certain dans ce domaine. Je crois même qu'il y a quand même une certaine prise de conscience au niveau des responsables socialistes de la responsabilité qu'elle a leur et qui est immense, effectivement. Très bien. Question du nouvelobs.com. Êtes-vous convaincu par la nouvelle équipe gouvernementale? On regarde vos réponses. Vous, les internautes du Nouvel Obs, vous avez répondu non à 91%, Roger Carucci. Mais comme on l'a dit, c'est pas un remaniement qui fait la force. Moi, j'ai confiance dans Nicolas Sarkozy président, Nicolas Sarkozy candidat, parce que vous verrez qu'en campagne, les choses se disent différemment qu'en subissant l'actualité. Et si, cerise sur le gâteau, le PS nous fait quelques cadeaux de division, écoutez, tout va bien, Roger Carucci. Merci à tous. À 22h, le prochain journal sur Public Sénat avec Michel Zamès. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir à tous. Il avait demandé à devenir harki pour se protéger de la sauvagerie du FLN. Plus tard, j'ai eu des séquelles. J'ai des séquelles que des fois, j'oublie pas. L'État français dit que les Algériens, c'était des Français. De l'autre côté, on les abandonne. J'ai posé la question à plusieurs fois. Comment on peut abandonner ses enfants? Pour quelles raisons les harkis ont-ils rejoint l'armée française? Comment ont-ils vécu la guerre? Quel sort leur a été réservé à l'indépendance? Après Apocalypse et la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Clarke et Daniel Costel poursuivent en Algérie leur exploration des heures sombres de l'histoire. La blessure, la tragédie des harkis, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.